La mendiante pleurait sur le trottoir et a demandé un baiser à un inconnu. Elle ignorait que cet homme était en réalité un millionnaire déguisé. La demande inattendue a choqué l'homme d'affaires, et ce qui s'est passé ensuite est devenu le sujet de toute la ville. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le vent mordant de juin fouettait les rues désertes du centre financier de Paris. Hélène se recroquevilla davantage contre le mur à l'arrière d'un immeuble commercial, tentant de trouver un abri contre le froid qui pénétrait à travers son manteau fin et usé. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle serrait contre sa poitrine une photographie jaunie, l'unique souvenir qu'elle gardait encore de sa mère, Béatrice. La journée avait été particulièrement difficile. Après avoir essayé, sans succès, d'obtenir quelques heures de travail à la boulangerie du monsieur Marcel, Hélène avait dû supporter un regard de mépris supplémentaire quand elle avait demandé à nettoyer l'établissement en échange d'un vieux pain. « Sors d'ici, petite. Va chercher du travail ailleurs. » Saverse les paroles rudes qui résonnaient encore dans son esprit. À 23 ans, Hélène portait dans ses yeux bruns profonds le poids d'une quête qui semblait sans fin. 3 ans s'étaient écoulés depuis que sa mère avait disparu après avoir été internée dans un foyer d'assistance. Les informations étaient toujours contradictoires. Certains disaient qu'elle avait été transférée, d'autres qu'elle était partie de son propre chef. La vérité, Hélène le savait, était enfouie quelque part entre documents et secrets. Le bruit de pas sur le trottoir la fit se recroqueviller davantage. Il était courant que les agents de sécurité des immeubles la chassent de là, mais cette fois-ci fut différente. Un homme d'apparence simple, portant un uniforme de gardien et avec une barbe naissante, s'approcha sans hâte. Hélène attendit l'ordre habituel de partir, mais il ne vint pas. « Vous avez faim » demanda-t-il, sa voix étonnamment gentille. Hélène hésita, étudiant son visage à la recherche de signes de mauvaise intention. Elle ne trouva qu'un regard fatigué et sincère. « Toujours », répondit-elle, essayant de sourire. L'homme s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse, et sortit de son sac à dos un sandwich encore emballé et une bouteille d'eau. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et frais, » dit-il en lui offrant. Hélène accepta de ses mains tremblantes, divisant le sandwich en 2 parties et lui tendant l'une d'elles. L'homme parut surpris par ce geste. « Je m'appelle Michel, » dit-il, acceptant sa moitié du sandwich. « Hélène, » répondit-elle, ressentant une étrange paix dans ce moment partagé. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, mangeant simplement et observant les lumières de la ville qui clignotaient au loin. Hélène ne pouvait pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Ce n'était pas seulement de la bonté, c'était comme s'il portait aussi un poids invisible. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle, finalement. Michel mit quelques secondes avant de répondre. « Parfois, nous devons nous perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Hélène rit doucement. « Ça ressemble à quelque chose que ma mère dirait. Elle avait toujours cette manie de parler par énigme. Et où est-elle maintenant ?» Le sourire d'Hélène disparut. « C'est ce que j'essaie de découvrir depuis 3 ans. Un jour, elle travaillait comme assistante administrative dans une entreprise. Le jour suivant, elle a été internée dans un foyer. Après ça, rien. C'est comme si elle s'était évaporée dans l'air. » Michel se redressa, semblant soudainement intéressé. Dans quelle entreprise travaillait-elle? Groupe Entreprise Lambert, une de ces géantes que tout le monde connaît, mais dont personne ne sait exactement ce qu'elles font. Hélène haussa les épaules. « Pourquoi ?»« Pour rien, » Michel répondit, rapidement se levant. « Je dois retourner au travail, vous allez bien ?» Hélène acquiesça bien que tous deux savaient que c'était un mensonge. Avant que Michel ne s'éloigne, elle l'appela. « Attendez !» Il se retourna et Hélène sentit son cœur s'accélérer face à ce qu'elle était sur le point de demander. « Cela va paraître étrange, mais pourriez-vous me donner un baiser ?» Michel fronça les sourcils, confus. « Pourquoi ?»« Parce que ça fait si longtemps que je n'ai pas été touchée avec tendresse que j'oublie parfois que je suis humaine, » répondit-elle, sa voix presque un murmure. Pas comme un geste romantique juste, comme un rappel. Pendant un moment, Hélène pensa qu'il allait partir. Mais Michel s'approcha lentement, prit son visage avec délicatesse et déposa un doux baiser sur son front. Ce geste, si simple et pur, fit couler des larmes silencieuses sur le visage d'Hélène. « Vous êtes plus humaine que beaucoup de gens dehors, »
murmura Michel avant de s'éloigner définitivement dans la nuit. Hélène resta là, assise à l'arrière de cet immeuble commercial, sentant la chaleur de ce geste d'humanité. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite était sur le point de déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Dans l'obscurité de la nuit, elle serra à nouveau la photo de sa mère, sans imaginer que les réponses qu'elle cherchait étaient plus proches qu'elle n'aurait jamais pu le soupçonner. Le lendemain matin, Hélène errait dans le centre-ville à la recherche d'un travail temporaire quand une agitation inhabituelle attira son attention. Un groupe d'hommes d'affaires bien habillés entourait l'entrée de l'imposant immeuble siège du groupe entreprise Lambert. Parmi eux, une silhouette familière fit s'arrêter son cœur un instant. Michel, ne portant plus l'uniforme usé de gardien, mais un costume impeccablement taillé, marchait avec une posture altière vers le bâtiment. Ses cheveux, auparavant désordonnés, étaient parfaitement coiffés, et la barbe naissante avait cédé la place à un visage bien rasé. Les cadres autour de lui le traitaient avec une déférence explicite, répétant « Oui, monsieur Michel » à chacun de ses mots. Hélène sentit ses jambes faiblir. L'homme qui avait partagé son sandwich la nuit précédente, qu'il avait traité comme une égale, était en réalité l'un des puissants qui dirigeaient cet empire de verre et d'acier. La même entreprise où sa mère avait travaillé avant de disparaître. Tandis qu'elle digérait cette révélation, une femme élégante d'environ 40 ans s'approcha d'elle. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas ?» Surprise d'être reconnue, Hélène se contenta d'acquiescer. « Je suis Catherine Villain, assistante de monsieur Michel Lambert. » La femme sourit, bien que ses yeux restent froids. « Il m'a demandé de vous chercher. Il aimerait vous inviter à un événement caritatif qui aura lieu ce soir au Palais des Cèdres. »« Moi? Mais pourquoi ?» Monsieur Michel s'intéresse particulièrement aux projets sociaux, répondit Catherine d'un ton qui suggérait de la désapprobation. Voici votre invitation et cette carte avec l'adresse d'une boutique. Choisissez quelque chose d'approprié. Apportez, tout est prévu. Avant qu'Hélène ne puisse protester, Catherine s'était déjà éloignée d'un pas ferme sur ses talons hauts. Regardant l'invitation dans ses mains, Hélène ressentit un mélange d'excitation et de peur. Ce monde n'était pas le sien, mais c'était peut-être sa seule chance de découvrir quelque chose sur la disparition de sa mère. Quelques heures plus tard, portant une robe bleu nuit simple mais élégante, Hélène entra timidement dans le salon du Palais des Cèdres. L'endroit était éblouissant, avec ses lustres en cristal et sa décoration sophistiquée. Des dames de la haute société circulaient avec leurs bijoux scintillants, tandis que des hommes d'affaires discutaient affaires entre coupes de champagne. Quelle agréable surprise! La voix de Michel résonna derrière elle. Hélène se retourna, le trouvant encore plus impressionnant dans son smoking. « Je suis heureux que vous ayez accepté l'invitation. »« Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Parce que hier soir, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a vu comme une personne, pas comme un poste ou un compte bancaire, » répondit-il avec sincérité. C'était rafraîchissant. « Michel, chérie !» Une voix féminine interrompit la conversation. Catherine s'approcha, entrelaçant son bras au sien avec un naturel étudié. « Tu ne vas pas me présenter ta invitée ?»« Catherine, voici. »« Hélène, vous avez déjà rencontré Catherine, mon ex-fiancée et actuelle assistante exécutive. » Le sourire de Catherine vacilla un instant. « Ex-fiancée, assistante actuelle et amie éternelle, n'est-ce pas, chérie ? D'ailleurs, Hélène, quelle robe intéressante! Ça a dû être difficile de trouver quelque chose dans une boutique de luxe qui corresponde à votre style. » Hélène sentit son visage brûler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Catherine éleva la voix. « Saviez-vous que notre jeune invité a été trouvé dormant dans les rues? Michel a vraiment un cœur d'or, toujours à secourir des causes perdues. » Un silence gênant s'installa autour d'eux. Quelques invités proches commencèrent à chuchoter, lançant des regards en coin à Hélène. L'humiliation menaçait de l'étouffer. C'est alors que Michel fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main à Hélène et, d'une voix assez claire, pour que tous entendent, dit « M'accordez-vous cette danse ?» Sans attendre de réponse, il la conduisit au centre de la salle. L'orchestre jouait une valse douce et Michel la guidait avec gentillesse. « Ne les laissez pas vous diminuer, murmura-t-il. Vous avez plus de dignité que beaucoup ici. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Hélène, sentant les regards de
Tous sur eux. Parce que je sais aussi ce que c'est d'être jugé sur les apparences, répondit-il. Et parce qu'il y a quelque chose en vous qui m'intrigue, quelque chose de familier que je n'arrive pas à expliquer. La musique continua et, pendant quelques minutes, Hélène se permit d'oublier où elle était, qui elle était, et simplement d'exister dans ce moment. Mais une sensation troublante persistait dans sa poitrine. La même entreprise, le même nom de famille, tant de coïncidences. Il y avait quelque chose de plus grand qui reliait leurs histoires. Elle pouvait le sentir. Et cette danse n'était que le premier pas d'un voyage qui promettait de révéler des vérités longtemps enterrées. Le lendemain du bal, Hélène se réveilla dans une petite chambre d'hôtel, gracieuseté de Michel, qui avait insisté pour qu'elle ne passe pas une nuit de plus dans les rues. Tandis qu'elle organisait ses quelques affaires, ses doigts touchèrent quelque chose de métallique au fond de son sac usé. C'était un ancien bracelet en argent avec le nom Michel, gravé en lettres cursives. La vue de cet objet fit battre son cœur plus vite. Sa mère portait toujours ce bracelet sur elle, racontant et répétant l'histoire de comment elle l'avait trouvé près d'un bébé lors d'un incendie des années auparavant. « Un jour, je rendrai cela à son propriétaire », disait-elle souvent, « parce que tout le monde mérite de connaître sa véritable histoire. » Hélène tint le bracelet contre la lumière, se souvenant des dernières semaines avant la disparition de sa mère. Béatrice était agitée, prenant constamment des notes dans un carnet qu'elle ne laissait jamais derrière elle. « Il se passe quelque chose de mal dans l'entreprise », murmurait-elle pour elle-même, « quelque chose de très grave. » Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Pauline, une femme de chambre de l'hôtel qui était devenue son amie instantanée la nuit précédente. « Hélène, tu dois voir ça. » Pauline entra précipitamment portant une tablette. « J'organisais d'anciens fichiers de l'hôtel et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Sur l'écran, un reportage d'Île. Il y a 15 ans, montrait les détails d'un incendie qui avait détruit un ensemble de logements sociaux. Parmi les personnes impliquées dans le sauvetage, le nom de Béatrice Morel apparaissait comme l'une des employées du groupe entreprise Lambert qui avait aidé à sauver des résidents. « Mais il y a plus », continua Pauline, faisant glisser vers une autre page. « 3 mois après l'incendie, ta mère a commencé à faire des dénonciations concernant des irrégularités dans l'entreprise. Elle alléguait que l'incendie n'avait pas été accidentel. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Qu'est-il arrivé ensuite? Les plaintes ont été classées sans suite faute de preuves. Et peu après, Pauline hésita. Eh bien, peu après, ta mère a été internée au foyer. La tête d'Hélène tournait avec ces informations. Le bracelet dans sa main semblait pulser avec une nouvelle signification. Serait-il possible que le Michel qu'elle avait rencontré, l'actuel PDG du groupe, soit le même bébé que sa mère avait sauvé? Il y a autre chose, Pauline baissa la voix. Madame Catherine Villain, l'assistante de Monsieur Michel, elle était impliquée dans le processus de classement sans suite des plaintes de ta mère. Hélène se leva brusquement. Elle devait parler à Michel, lui parler du bracelet, des soupçons de sa mère. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas vers la porte, son téléphone portable, un modèle basique qu'elle avait pu acheter grâce à des travaux temporaires, vibra avec un message. C'était un numéro inconnu. « Tout n'est pas ce qu'il semble être. Retrouvez-moi au café ancien à 15 heures. J'ai des informations sur votre mère. » Pauline, qui avait lu le message par-dessus l'épaule d'Hélène, lui tint le bras. « Ça pourrait être un piège. Après le bal d'hier soir, tu es devenue trop visible. Il y a des gens qui n'aimeront pas te voir fouiller dans le passé. Mais et si c'était quelqu'un qui sait vraiment quelque chose sur ma mère ?» argumenta Hélène, remettant le bracelet dans son sac. « Je ne peux pas laisser passer cette chance. » « Alors n'y va pas seule, insista Pauline. « Laisse-moi venir avec toi, je peux rester à une table voisine, en observation. » Hélène accepta, reconnaissante de la préoccupation de sa nouvelle amie. Tandis qu'elle se préparait à sortir, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux connexions qui commençaient à se former. L'incendie, les dénonciations de sa mère, le bébé avec le bracelet, la soudaine disparition. Et maintenant Michel qui semblait être au centre de tout cela sans même le savoir. Dans le hall de l'hôtel, Hélène s'arrêta devant un grand miroir. Son reflet montrait une femme différente de celle qui avait dormi dans les rues la nuit précédant le bal. Ses yeux, toujours déterminés, brillaient maintenant d'un objectif renouvelé. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver sa mère, il s'agissait de découvrir une vérité que quelqu'un avait tenté d'enterrer il y a 15 ans.
« Vous semblez préoccupé, dit le portier de l'hôtel, un homme âgé qui l'observait. « Parfois, la vérité est effrayante, répondit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Le vieil homme sourit gentiment. Mais elle peut aussi être libératrice, ma jeune amie. Libératrice. Hélène acquiesça, se dirigeant vers la sortie. Le café ancien se trouvait à seulement quelques pâtés de maisons de là, dans une rue tranquille, du centre. Tandis qu'elle marchait, elle sentait le poids du bracelet dans son sac comme un rappel constant que certaines histoires doivent être racontées, peu importe le temps que cela prend, ou combien de secrets doivent être révélés. Le café ancien était un établissement particulier, avec ses murs revêtus de bois sombre et des photographies en noir et blanc qui racontaient l'histoire de la ville. Hélène arriva quelques minutes avant l'heure fixée, choisissant une table près de la fenêtre qui lui permettait d'observer tant l'entrée que la rue. Pauline, comme convenu, s'assit discrètement dans un coin opposé du café, faisant semblant de lire un livre tout en gardant un œil attentif sur les événements. L'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'ambiance, se mêlant au doux bourdonnement des conversations alentour. À 3 heures précises, une femme d'âge moyen entra dans le café. Ses cheveux grisonnants étaient attachés en un chignon élégant et ses yeux parcouraient de l'environnement avec un mélange de prudence et de détermination. En localisant Hélène, elle marcha directement vers sa table. « Vous êtes le portrait craché de votre mère, » dit la femme, s'asseyant sans cérémonie. « Je suis René Champ, ancienne secrétaire du père de Michel Lambert. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Vous connaissiez ma mère ?» ?»« Je la connaissais. Et plus que cela, je l'ai aidé à rassembler les preuves concernant les irrégularités dans l'entreprise. » René baissa la voix. Béatrice n'était pas folle comme ils ont essayé de le faire croire à tous. Elle a découvert quelque chose d'important, quelque chose qui impliquait des détournements de fonds destinés à des projets sociaux. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» René soupira, tirant une enveloppe de son sac. « Parce que je vous ai vu danser avec Michel au bal. La façon dont il vous regardait, c'est la même façon dont son père regardait votre mère il y a des années. » Hélène fronça les sourcils, confuse. René continua. « François Lambert, le père de Michel, et votre mère ont eu une relation brève mais intense. C'est pour cela qu'elle a obtenu le poste dans l'entreprise. Mais quand Béatrice a découvert les irrégularités, l'amour s'est transformé en menace. »« Attendez, » interrompit Hélène, son esprit traitant les informations. « Vous dites que le père de Michel et ma mère étaient amants, » compléta René. « Et il y a plus. Le jour de l'incendie dans l'ensemble de logements sociaux, Béatrice n'était pas là par hasard. Elle avait découvert que le feu était intentionnel, faisant partie d'un stratagème pour déloger les résidents et permettre la construction d'un complexe de luxe. » Hélène sentit ses mains trembler en ouvrant l'enveloppe que René lui avait remise. À l'intérieur, elle trouva d'anciennes photos de sa mère avec François Lambert et une série de documents avec des chiffres et des annotations. « Votre mère a sauvé Michel de l'incendie sans savoir qu'il était le fils de François, » poursuivit René. Elle ne l'a découvert qu'après, quand elle a trouvé le bracelet avec son nom. C'est alors qu'elle a commencé à enquêter plus profondément. « Et qu'est-il arrivé à ma mère ?» demanda Hélène, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Officiellement, elle a eu une dépression nerveuse et a été internée pour traitement. Mais la vérité est que Catherine Villain, qui à l'époque était déjà le bras droit de François, a orchestré tout le processus d'internement. Elle a toujours été obsédée par le pouvoir et voyait Béatrice comme une double menace, tant pour l'entreprise que pour sa relation avec François. » Un serveur s'approcha pour prendre les commandes, faisant taire momentanément René. Quand il s'éloigna, elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur Hélène. « Je vous raconte cela parce que Michel court le même risque que votre mère a couru. Il a commencé à poser des questions sur le passé de l'entreprise, sur les décisions douteuses de son père. Catherine est nerveuse, elle agit étrangement. J'ai peur qu'elle essaie de lui faire la même chose qu'elle a faite à Béatrice. » Hélène regarda instinctivement vers Pauline, qui restait vigilante à son poste d'observation. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» René sourit tristement. « Parce que j'ai aussi été réduite au silence. J'ai été écartée de mon poste peu après la disparition de votre mère, mais avant, elle m'a remis quelque chose. » René sortit une petite clé USB de sa poche. « Voici tout ce que votre mère a découvert. Des chiffres, des dates, des noms. Et plus important,
des preuves que l'incendie a été planifié. Avant qu'Hélène ne puisse prendre la clé USB, René la retira légèrement. Mais soyez prudente, Catherine a des yeux et des oreilles partout. Après le bal, elle a commencé à enquêter sur votre passé. Elle cherche quelque chose à utiliser contre vous, comme elle l'a fait avec votre mère. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image effrayante. Sa mère n'avait pas disparu. Elle avait été délibérément écartée parce qu'elle représentait une menace pour des personnes puissantes. Et maintenant, 15 ans plus tard, Hélène était sur le point de suivre les mêmes pas, déterrant des vérités que quelqu'un s'était beaucoup efforcé de garder cachées. Le jour suivant la rencontre au café ancien, Hélène n'arrivait pas à chasser de son esprit les révélations de René. La clé USB pesait dans sa poche comme du plomb, chargée de vérités qui pourraient tout changer. Déterminée à enquêter plus profondément, elle fixa un rendez-vous avec Michel dans un parc public, un lieu neutre et sûr pour la conversation, qu'il devait avoir. Michel l'attendait déjà sur un banc isolé, vêtu de vêtements décontractés qui le faisaient paraître plus proche de l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit-là à l'arrière du bâtiment. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Nous devons parler », dit Hélène s'asseyant à ses côtés. Sans détour, elle sortit le bracelet en argent de son sac. « Est-ce que cela vous dit quelque chose ?» Michel prit le bijou de ses mains tremblantes, ses yeux écarquillés de reconnaissance. « Où avez-vous trouvé ça ?» Ma mère l'a gardé pendant 15 ans. Elle l'a trouvé près d'un bébé qu'elle a sauvé d'un incendie dans l'ensemble de logements sociaux Les Espérances. Le visage de Michel pâlit. J'ai toujours su que j'avais été secouru de cet incendie, mais je n'ai jamais pu découvrir qui m'avait sauvé. Mon père, il n'a jamais voulu en parler. Votre père avait beaucoup de secrets, Michel, et ma mère en a découvert certains. Pendant plus d'1 heure, Hélène partagea avec Michel tout ce que René avait révélé. La relation entre François Lambert et Béatrice, les découvertes concernant l'incendie criminel, les enquêtes que sa mère menait en secret. À chaque mot, Michel semblait s'enfoncer davantage dans son propre monde de doutes et de révélations. « Cela expliquerait beaucoup de choses », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hélène. « Depuis que j'ai pris la présidence, j'ai trouvé des incohérences dans plusieurs anciens projets, des documents qui ne concordent pas, des fonds qui ont disparu sans explication. » « Et Catherine? Vous lui faites confiance ?» Michel passa la main dans ses cheveux, dans un geste de frustration. « Elle a toujours été aux côtés de mon père. Elle connaît l'entreprise mieux que quiconque. Mais dernièrement quoi? Elle agit étrangement. Elle essaie de contrôler tous mes mouvements, toutes mes décisions. Et quand je mentionne de faire des audits sur les anciens projets, elle trouve toujours un moyen de reporter. » Hélène sortit la clé USB de sa poche. Voici tout ce que ma mère a découvert. Des chiffres, des dates, des preuves de l'implication de l'entreprise dans l'incendie. Mais René m'a averti que Catherine enquête sur moi, essayant de trouver quelque chose pour me discréditer. « Laissez-moi voir ça. » Michel tendit la main vers la clé USB, mais Hélène hésita. « Comment puis-je être sûr que je peux vous faire confiance ?» Michel tint le bracelet en argent, ses yeux rencontrant les siens. « Votre mère m'a sauvé ce jour-là. Et maintenant, 15 ans plus tard, vous apparaissez dans ma vie avec les réponses que j'ai toujours cherchées. Je ne crois pas aux coïncidences, Hélène. Je crois au destin. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Pauline. « Urgent. Catherine vient d'entrer à l'hôtel avec 2 hommes. Ils fouillent ta chambre. »« Nous devons partir d'ici. » Hélène se leva brusquement. « Catherine est à l'hôtel, elle retourne mes affaires. »« Venez avec moi. » Michel prit sa main. « Je connais un endroit sûr où nous pourrons analyser ces documents. » Tandis qu'ils courèrent vers la voiture de Michel, Hélène ne put s'empêcher de remarquer comme leurs mains s'emboîtaient parfaitement. C'était comme si le destin, après 15 ans à séparer leurs histoires, décidait finalement de les entrelacer à nouveau. En chemin, Michel passa un appel rapide. « Robert, j'ai besoin de cette faveur que tu me dois. Prépare l'ancienne. Salle de réunion, celle qui n'a pas de caméra. Et ne dis à personne que je m'y rends. »« Où allons-nous » demanda Hélène, observant la ville défiler par la fenêtre de la voiture. « Dans un ancien bureau de l'entreprise, un endroit que même Catherine ne connaît pas. C'est là que mon père gardait ses documents les plus importants. » Michel fit une pause, son visage tendu. « Hélène, si ce qui se trouve sur cette clé USB est vrai,
Nous ne traitons pas seulement avec des détournements de fonds. Nous parlons d'une conspiration qui pourrait faire tomber certaines des personnes les plus puissantes de la ville. Hélène serra la clé USB dans sa main, pensant à sa mère, à toutes les vérités qu'elle avait essayé de révéler, à toute la souffrance qu'elle avait endurée pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Alors il est temps de terminer ce qu'elle a commencé. La voiture s'arrêta devant un bâtiment discret dans la périphérie de la ville. Tandis qu'il montait les escaliers en silence, Hélène sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. Les réponses qu'elle cherchait étaient là, gardées dans un petit dispositif électronique. Mais était-elle vraiment prête à affronter les conséquences de leur révélation? L'ancien bureau était une salle spacieuse, avec des meubles couverts de draps blancs et des murs revêtus de bois sombre. Robert, un monsieur aux cheveux grisonnants qui semblait être le gardien, ouvrit les fenêtres pour laisser entrer la lumière de fin d'après-midi. « Personne ne vient ici depuis des années », commenta-t-il, en levant la housse d'un vieil ordinateur. « Votre père avait l'habitude de passer des heures dans cette pièce, monsieur Michel, surtout après l'incendie. » Hélène et Michel échangèrent des regards significatifs. Robert alluma l'ordinateur et, après avoir vérifié que tout fonctionnait, se retira discrètement, fermant la porte derrière lui. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» demanda Hélène, tenant la clé USB. « J'ai besoin de connaître la vérité, » répondit Michel, sa voix ferme. « Sur mon père, sur votre mère, sur qui je suis vraiment. » D'une main tremblante, Hélène inséra la clé USB dans l'ordinateur. Une série de dossiers apparut à l'écran, tous organisés par Dates. Le premier, marqué « Projet Les Espérances », contenait des dizaines de documents et de photographies. « Mon Dieu !» murmura Michel, ouvrant le premier fichier. C'était un contrat d'achat de terrain daté de 3 mois avant l'incendie. L'entreprise avait déjà des plans pour cette zone bien avant que le feu ne commence. Hélène ouvrit un autre fichier, un email échangé entre François Lambert et un politicien local. « Ils ont tout planifié, dit-elle, la voix émue. L'incendie n'était qu'une excuse pour déloger les familles et permettre la construction du complexe de luxe. » Tandis qu'il fouillait dans les fichiers, une histoire sombre commença à se dessiner. Le groupe entreprise Lambert avait construit son empire sur une base de corruption et de manipulation. Les projets sociaux n'étaient que des façades pour des détournements de fonds, et quiconque menaçait d'exposer la vérité était systématiquement réduit au silence. « Regardez ça !» Hélène pointa vers un dossier marqué de la date de disparition de sa mère. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents d'internement falsifiés, signés par des médecins qui n'avaient jamais existé. Catherine. Michel reconnut la signature sur plusieurs documents. Elle a orchestré tout cela. L'internement de votre mère, le classement sans suite des plaintes, même mes fiançailles faisaient partie de son plan pour maintenir le contrôle de l'entreprise. Un fichier audio attira l'attention d'Hélène. C'était l'enregistrement d'une réunion entre François Lambert et Catherine, datant d'1 semaine avant la disparition de Béatrice. Elle en sait trop. La voix de Catherine résonnait clairement dans l'enregistrement. Et maintenant elle a découvert à propos du garçon. Si elle révèle que vous êtes le père, occupez-vous-en, interrompit François. Faites en sorte qu'elle semble avoir eu une dépression. Personne ne croit les fous, n'est-ce pas? Michel arrêta brusquement l'audio, son visage un masque de douleur et de colère. Mon propre père, il savait à mon sujet tout ce temps. Il savait que Béatrice m'avait sauvé de l'incendie qu'il avait lui-même ordonné de provoquer. Hélène posa une main sur son épaule, sentant le tremblement qui parcourait son corps. « Michel, il y a encore une chose que vous devez voir. » Au fond de la clé USB, il y avait une vidéo. Dedans, Béatrice apparaissait assise dans son bureau à l'entreprise, regardant directement la caméra. « Si vous voyez ceci, quelque chose m'est arrivé, » commença-t-elle, sa voix déterminée. « J'ai découvert des choses qui peuvent détruire. Beaucoup de personnes puissantes. Mais le plus important ne sont pas les documents ou les preuves, c'est la vérité sur un enfant. Michel, le fils de François Lambert, n'est pas le fils de Madame Lambert. Il est mon fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène regardait Michel qui restait immobile, les yeux fixés sur l'écran où le visage de Béatrice était encore figé. « Tu es mon frère », murmura Hélène, les larmes coulant librement sur son visage. Avant que Michel ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. La porte de la salle s'ouvrit violemment, révélant Catherine accompagnée de 2 gardes de sécurité. « Quelle scène touchante !» dit-elle,
son sourire froid illuminé par la lumière de l'ordinateur. La famille enfin réunie. Dommage que vous l'ayez découvert trop tard. Catherine avança dans la salle d'un pas calculé, ses talons résonnant sur le plancher de bois. Les 2 gardes de sécurité restèrent auprès de la porte, bloquant la seule sortie. « Je dois admettre que vous êtes aussi persistante que votre mère, Hélène, » dit Catherine, son regard froid parcourant la salle, « mais tout aussi naïve. Vous pensiez vraiment que je ne découvrirais pas votre rencontre avec René, que je ne serais pas informé de ce bureau. » Michel se plaça entre Catherine et Hélène, son attitude défiante. « C'est fini, Catherine. Nous avons toutes les preuves des crimes de l'entreprise. L'incendie, les détournements, la conspiration. Contre Béatrice. Des preuves ?» Catherine rit, un son sans joie. « Vous avez des documents anciens qui peuvent facilement être discrédités. Moi, en revanche... » Elle sortit une enveloppe de son sac. « J'ai quelque chose de bien plus intéressant. » Hélène sentit son estomac se nouer quand Catherine répandit plusieurs photographies sur la table. C'étaient des images d'elle dans différentes situations compromettantes, toutes soigneusement manipulées pour paraître réelles. « C'est surprenant ce qu'on peut faire avec la technologie de nos jours, » poursuivit Catherine. « Une jeune femme a désespéré, falsifiant des documents, tentant d'extorquer de l'argent à un PDG prospère. La presse va adorer cette histoire. »« Personne ne croira cela, » protesta Hélène, mais sa voix trembla légèrement. « Non ?» Catherine haussa un sourcil. « Tout comme personne n'a cru quand votre mère a essayé d'exposer la vérité. C'est incroyable comme les gens sont prompts à juger quand les médias présentent la bonne narration. » Michel fit un pas en avant, son expression passant de la colère à quelque chose de plus calculé. « Vous avez oublié un détail important. Catherine, je suis toujours le PDG. Ma parole a encore du poids. » « Pour l'instant, » sourit Catherine, sortant un autre document de son sac, « le conseil d'administration se réunit en ce moment même pour voter votre éviction. Apparemment, ils ont découvert de graves irrégularités dans votre gestion. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ?» Hélène observait la scène, son esprit travaillant rapidement. Il y avait quelque chose dans le comportement de Catherine, une confiance excessive qui semblait presque mise en scène. « Vous bluffez, » dit soudainement Hélène, faisant se tourner tout le monde vers elle. « Le conseil ne peut pas se réunir, sans que Michel le sache, et même s'il le pouvait, il aurait besoin de preuves concrètes. » « Des preuves comme celle-ci. » Catherine sortit plus de documents de son sac, mais ses mains tremblèrent légèrement. C'est alors qu'Hélène réalisa. Catherine était nerveuse. Derrière toute cette façade de contrôle, il y avait de la peur dans ses yeux. « Vous n'avez plus le pouvoir que vous aviez avant, n'est-ce pas ?» continua Hélène, avançant d'un pas. « Depuis que Michel a pris les rênes, vos décisions ont été remises en question. Votre cercle d'influence diminue. »« Attention à ce que vous dites, jeune fille, » siffla Catherine, mais le tremblement dans sa voix était évident. « René m'a tout raconté, » poursuivit Hélène. « Comment vous avez manipulé mon père, François Lambert? Comment vous avez utilisé sa relation avec ma mère pour gagner du pouvoir dans l'entreprise? Mais maintenant, François n'est plus là pour vous protéger. » Michel, qui était resté silencieux, prit soudainement son téléphone. « Robert, appelle la sécurité interne et contacte tous les membres du conseil. Je veux une réunion extraordinaire dans 1 heure. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » protesta Catherine, son contrôle commençant finalement à se fissurer. « Je peux et je vais le faire, » répondit Michel, sa voix chargée d'autorité. « En tant que PDG, j'ai encore ce pouvoir. Et contrairement à vous, Catherine, j'ai quelque chose que mon père n'a jamais eu. La vérité de mon côté. » Les 2 gardes qui accompagnaient Catherine échangèrent des regards incertains. Hélène remarqua qu'il commençait à s'éloigner de la porte, percevant que la situation changeait. « Vous ne comprenez pas, » dit Catherine, sa voix maintenant presque suppliante. « Tout ce que j'ai fait était pour protéger l'entreprise, pour maintenir l'ordre. »« Non, » répondit Hélène, prenant l'une des photos manipulées. « Tout ce que vous avez fait était pour vous protéger vous-même. Mais savez-vous ce qui est différent maintenant ?» Elle déchira la photo en morceaux. « Nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus des cibles isolées que vous pouvez manipuler et discréditer. » Le bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de la sécurité interne. Catherine regarda autour d'elle, comme un animal pris au piège, réalisant que son plan s'effondrait. « Ce n'est pas terminé, » menaça-t-elle, reculant vers la porte. « Vous... »
Avez raison, acquiesça Michel, sa voix ferme. Ce n'est que le commencement. Quand la sécurité entra dans la salle, Hélène et Michel échangèrent un regard de compréhension mutuelle. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, ils ne se battaient plus seuls. La salle de réunion principale du groupe Entreprise Lambert n'avait jamais paru si imposante que cet après-midi-là. Les membres du conseil, convoqués en urgence, occupèrent leurs places habituelles autour de la grande table d'acajou, leurs visages mêlant curiosité et appréhension. Hélène observait tout depuis un coin discret de la salle aux côtés de René, qui avait été appelé à témoigner. Pauline, la femme de chambre devenue une alliée cruciale, était postée près de la porte, prête à intervenir si nécessaire. « Mesdames et messieurs du conseil », commença Michel, sa voix ferme résonnant dans la salle, « j'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour présenter des preuves d'une conspiration qui s'étend sur 15 ans au sein de cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. Catherine, assise à sa place habituelle, mais visiblement mal à l'aise, tentait de maintenir sa posture altière. « Avant de poursuivre, » continua Michel, « j'aimerais présenter quelqu'un. Voici Hélène Morel, fille de Béatrice Morel, l'employée qui, il y a 15 ans, a tenté d'alerter cette entreprise sur de graves irrégularités. » Les conseillers les plus anciens s'agitèrent sur leurs chaises, reconnaissant clairement le nom. « Et ma sœur » ajouta Michel, provoquant une vague de chuchotements surpris. Robert, le gardien de l'ancien bureau, entra dans la salle portant un projecteur. En quelques minutes, les preuves de la clé USB commencèrent à être projetées sur l'écran. Contrats, e-mails, registres financiers, documentant des années de corruption systématique. Comme vous pouvez le voir, Michel pointa vers les documents. L'incendie dans l'ensemble de logements sociaux. Les Espérances n'étaient pas un accident. Il faisait partie d'un plan élaboré pour déloger des familles et permettre la construction de projets lucratifs. C'est ridicule. Catherine se leva, le visage rouge. Ces documents peuvent être facilement falsifiés, et cette fille, elle pointa vers Hélène, est une opportuniste tentant de ternir la réputation de notre entreprise. Madame Villain, l'interrompit l'un des conseillers les plus âgés, je vous suggère de vous asseoir et d'écouter. Certains d'entre nous soupçonnaient ces irrégularités depuis des années, mais nous n'avions jamais eu de preuves concrètes. Hélène s'avança, plaçant sur la table le bracelet en argent avec le nom de Michel. Ce bracelet appartenait à un bébé que ma mère a sauvé de l'incendie. Un bébé qui plus tard nous avons découvert être son fils avec François Lambert. Le silence qui suivit fut assourdissant. Renée s'approcha, apportant avec elle un ancien dossier. « J'ai ici les registres originaux de l'hôpital », annonça-t-elle. « Béatrice Morel s'est présentée pour accoucher dans une clinique privée sous un faux nom à l'insistance de François. Le bébé a été enregistré uniquement avec le nom de famille Lambert. Cela explique pourquoi François m'a toujours tenu à l'écart de certaines décisions de l'entreprise, » réfléchit Michel à voix haute. « Pourquoi il insistait pour me garder sous la tutelle de Catherine? Il craignait que je ne découvre la vérité sur mes origines. » L'un des conseillers les plus jeunes leva la main. « C'est fascinant. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la gestion actuelle de l'entreprise ?»« Tout, » répondit Hélène, sa voix claire et déterminée. « Parce que les mêmes mécanismes de manipulation et de corruption restent actifs. Madame Villain a maintenu un système de contrôle basé sur le chantage et les menaces, utilisant des informations privilégiées pour maintenir son pouvoir. » Pauline s'approcha, distribuant des dossiers à chaque conseiller. « Voici les preuves de comment Madame Villain a falsifié des documents pour l'internement de Béatrice Morel, ainsi que des preuves d'autres cas similaires au cours des 15 dernières années. » Catherine, voyant son empire de mensonges s'effondrer, fit une dernière tentative désespérée. « Vous ne pouvez pas croire cela. J'ai consacré ma vie à cette entreprise. » « Non, Catherine, » la coupa Michel, « vous avez consacré votre vie à construire du pouvoir par la peur et la manipulation. Mais cela se termine aujourd'hui. Le président. » Du conseil se leva, son expression grave. « Je crois que nous avons suffisamment de preuves pour prendre une décision. Madame Villain, vous êtes suspendue de vos fonctions jusqu'à la conclusion d'un audit complet. » Tandis que des agents de sécurité escortaient Catherine hors de la salle, Hélène sentit une main toucher son épaule. C'était Michel, ses yeux brillant d'un mélange de gratitude et de détermination. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il. « Nous devons encore retrouver notre mère. » Hélène acquiesça,
ressentant pour la première fois depuis des années un véritable espoir. Le cercle des mensonges se brisait, et avec lui de nouveaux chemins s'ouvraient. La vérité, si longtemps enterrée, commençait enfin à émerger. Après la réunion du conseil, Hélène et Michel se réfugièrent dans l'ancien bureau de François Lambert, maintenant empreint d'un silence chargé d'histoire. Les murs semblaient garder encore plus de secrets que ceux qu'ils avaient découverts. « Il y a quelque chose qui ne fait pas sens », dit Hélène, examinant les documents éparpillés sur la table. « Si notre mère a été internée contre sa volonté, il doit y avoir des registres quelque part. Catherine n'aurait pas pu effacer toutes les traces. » Michel, qui examinait une vieille photographie de son père, leva les yeux. René a mentionné une clinique privée. Peut-être devrions-nous commencer par là. À ce moment, Pauline fit irruption par la porte essoufflée. « Vous devez voir ça !» Elle tenait une enveloppe jaunie, apparemment ancienne. Je l'ai trouvée cachée dans un tiroir secret du bureau de Catherine, pendant que la sécurité vidait son bureau. Hélène ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait une série de reçus et une carte de visite décolorée portant le nom « Clinique Val-Serein ». « Attendez !» Michel s'approcha, fronçant les sourcils. « Je connais cet endroit. Ou plutôt, je le connaissais. C'était une clinique privée dans les environs de la ville, mais elle a été fermée il y a quelques années après des accusations d'irrégularité. » Hélène examina les reçus. « Regardez, ça a des paiements mensuels substantiels, tous signés par François Lambert, commençant exactement à la date où ma mère a disparu. Ce n'étaient pas des paiements d'internement. » René, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha. C'était des paiements pour maintenir Béatrice cachée. La clinique servait de façade pour un système bien plus grand. « Comment le savez-vous » demanda Michel, surpris. René soupira profondément avant de répondre. « Parce que je faisais aussi partie du système au début. C'est moi qui ai aidé Catherine à trouver la clinique. Mais quand j'ai réalisé ce qui se passait réellement, disons que ma conscience a pesé plus lourd que mon ambition. » Hélène sentit son sang se glacer. « Vous saviez où était ma mère tout ce temps ?»« Pas exactement, » répondit René, sa voix chargée de culpabilité. « Je connaissais la clinique, mais Béatrice a été transférée de là quelques mois plus tard. Ce que je peux dire, c'est qu'elle était consciente et lucide. Ce n'était pas une patiente psychiatrique comme Catherine l'a fait croire à tous. » Michel commença à marcher dans la pièce, son esprit travaillant rapidement. Les paiements ont continué pendant des années. Cela signifie qu'elle est encore en vie quelque part. « Et il y a plus », intervint Pauline, sortant d'autres documents de l'enveloppe. « J'ai trouvé des registres de transferts réguliers vers un compte OPA. Un cas immense, tous autorisés par François Lambert. Le dernier a été effectué il y a seulement 3 mois. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Après son départ ?»« Exactement », confirma Michel, examinant les documents. « Ce qui signifie que quelqu'un a continué les paiements même après son décès. Et il n'y a qu'une personne qui avait accès à ses comptes personnels. « Catherine », dirent-ils tous à l'unisson. À ce moment, Robert, le gardien, entra précipitamment dans la salle. « Monsieur Michel, Madame Villain, elle a réussi à s'échapper de la sécurité. » Un silence tendu s'empara de l'environnement. Hélène fut la première à se manifester, sa voix chargée de détermination. « Elle va essayer de fuir le pays, » dit-elle, prenant les documents du compte aux îles Caïmans. « Et je parie que je sais exactement où elle va. » Michel avait déjà le téléphone à la main. « Je vais activer nos contacts à l'aéroport. Si elle essaie de quitter le pays, nous le saurons. »« Non, » l'interrompit Hélène. « Elle est trop intelligente pour ça. Elle doit avoir un plan alternatif, quelque chose qui ne laisse pas de traces. » Renée semblait pensive. « Il existe une ancienne piste d'atterrissage privée aux alentours de l'ancienne clinique. Elle était utilisée pour des transferts discrets de patients. »« Et comment savez-vous cela ?» demanda Michel, méfiant. « Parce que c'est de là que votre mère a été transférée il y a 15 ans, répondit René, sa voix basse. « Et si Catherine suit le même plan, elle va essayer d'utiliser la même route, compléta Hélène, se dirigeant déjà vers la porte. Et peut-être, sans le vouloir, elle nous mènera exactement là où nous devons aller. » Michel prit les clés de la voiture. « Je viens avec vous. »« Non, » Hélène le retint. « Vous devez rester ici. Si quelque chose tourne mal, l'entreprise a besoin de vous. De plus, » elle sourit légèrement, « je crois qu'il est temps pour moi de terminer ce que notre mère a commencé. » Avant que quiconque ne puisse protester,
Hélène était déjà sortie de la salle, emportant avec elle non seulement les documents, mais 15 ans de questions sans réponse. La nuit tombait sur la ville, et quelque part, entre ombres et secrets, les réponses l'attendaient. La route qui menait à l'ancienne clinique Val-Serein serpentait entre des collines sombres, éclairées seulement par les phares de la voiture que Pauline conduisait, avec Hélène sur le siège passager. Le ciel nocturne était chargé de nuages, promettant un orage imminent. « Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle des renforts ?» demanda Pauline, manœuvrant le véhicule dans un nouveau virage serré. Hélène secoua la tête, ses yeux fixés sur la route devant elle. Plus il y a de personnes impliquées, plus Catherine risque de remarquer que nous la suivons. Nous devons être discrètes. Le GPS improvisé sur son téléphone portable indiquait qu'elles approchaient de la destination. L'ancienne clinique avait été construite dans une zone isolée, entourée d'une dense végétation qui poussait maintenant sauvage et négligée. Là, Hélène pointa vers une paire de phares qui disparaissait dans une route secondaire, presque complètement cachée par la végétation. Pauline guida habilement la voiture sur le même chemin, maintenant une distance de sécurité. La route de terre menait à une clairière où, même dans l'obscurité, on pouvait distinguer les contours d'un petit hangar. « Regarde », chuchota Pauline, montrant une voiture garée dans l'ombre. « C'est le même modèle que celui que Catherine utilise. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elles étaient au bon endroit. Avec une extrême prudence, elles se garèrent à une distance sûre et s'approchèrent du hangar à pied. Des voix étouffées venèrent de l'intérieur de la structure. Hélène et Pauline se positionnèrent près d'une fenêtre brisée, d'où elles pouvaient entendre la conversation sans être vues. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » la voix de Catherine. « C'en est tendu. L'avion sera ici dans 20 minutes. Nous devons partir avant qu'il ne découvre cet endroit. » « Et la femme ?» demanda une voix masculine. « Béatrice est déjà au lieu convenu. Dès que nous y arriverons, tous nos problèmes seront résolus. » Hélène dut retenir un soupir. Sa mère était vivante. Et Catherine savait exactement où elle se trouvait. « Les documents ?» La voix masculine commença. « Ils sont tous ici. » Catherine l'interrompit. « 15 ans de secrets qui pourraient détruire la moitié des hommes d'affaires de cette ville. » François a été très astucieux en gardant des registres de toutes les combines. C'était son assurance-vie. Hélène sentit une main toucher son épaule et faillit crier. Mais ce n'était que Pauline pointant vers le ciel. Le son distant d'un moteur d'avion commençait à s'approcher. « Nous devons faire quelque chose », chuchota Pauline. « Si elle embarque dans cet avion ?» Hélène avait déjà un pas d'avance. Silencieusement, elle sortit son téléphone portable de sa poche et commença à enregistrer la conversation. Ensuite, elle envoya sa localisation à Michel avec un message. « Clinique Val-Serein, hangar abandonné. Catherine est ici. Maman est vivante. » La réponse fut presque instantanée. « Nous arrivons. Gardez-la occupée. » Mais comment faire cela, sans s'exposer au danger? Hélène scruta l'environnement des yeux, cherchant une solution. C'est alors qu'elle remarqua les gros cadenas rouillés qui maintenaient les portails du hangar fermés. « Pauline, » chuchota-t-elle, « j'ai besoin que tu ailles jusqu'à la voiture de Catherine. Qu'est-ce que tu vas faire? Gagner du temps. » Tandis que Pauline s'éloignait silencieusement, Hélène s'approcha des portails. Avec précaution, elle passa les chaînes dans les supports métalliques, verrouillant effectivement Catherine et son complice à l'intérieur du hangar. Le son de l'avion était de plus en plus proche. C'était maintenant ou jamais. Hélène fit le tour jusqu'à l'entrée principale du hangar et, restant dans l'ombre, appela à voix haute « Vous cherchez ?»« Quelque chose, Catherine ?» Le silence à l'intérieur du hangar fut absolu, puis des pas précipités dans sa direction. « Qui est là ?» exigea Catherine, sa voix trahissant la nervosité. « Quelqu'un qui connaît tous vos secrets, » répondit Hélène, se déplaçant silencieusement vers une autre position, « y compris où vous avez caché ma mère toutes ces années. » Un bruit métallique indiqua que Catherine avait essayé d'ouvrir les portails. « Comment? Hélène, petite fouineuse. » « Pas aussi fouineuse que vous, n'est-ce pas? 15 ans à manipuler des gens, à détruire des vies. Et pourquoi? Le pouvoir? L'argent? » « Vous ne comprenez rien, » cria Catherine, sa voix résonnant. « Dans le hangar vide, tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger l'entreprise, protéger l'héritage que votre père a construit. »« Mensonge, » rétorqua Hélène. « Vous ne vous êtes protégé que vous-même. Vous avez utilisé les secrets,
de François pour rester au pouvoir, pour contrôler Michel, pour maintenir ma mère éloignée. Le son de l'avion était assourdissant maintenant. Hélène pouvait voir ses lumières s'approcher de la piste improvisée. « Il est trop tard », rit Catherine, un son hystérique. « Dans quelques minutes, je serai hors du pays, et vous ne retrouverez jamais votre précieuse... » « Mère ?» C'est alors que les phares de plusieurs voitures illuminèrent la clairière. Michel était arrivé avec la police. « Vous en êtes sûre, Catherine ?» demanda Hélène, sortant finalement de l'ombre, « parce que je crois que vos projets de voyage viennent d'être annulés. » Les lumières des véhicules de police transformèrent que la nuit en jour, illuminant le hangar abandonné d'une lueur bleue et rouge intermittente. Catherine, acculée, regardait frénétiquement autour d'elle comme un animal traqué. « C'est fini, » dit Hélène, s'approchant avec prudence. « Remettez les documents et dites-nous où est notre mère. » Michel émergea de l'obscurité, accompagné de 2 policiers. Son visage était tendu, mais déterminé. « Catherine, vous avez une dernière chance de faire ce qui est juste. » Un sourire amer se forma sur les lèvres de Catherine. « Ce qui est juste, qu'est-ce que vous savez de faire ce qui est juste? J'ai consacré ma vie à cette entreprise, protégé ses secrets, maintenu tout en ordre pendant que François... » « Pendant que François, quoi ?» l'interrompit Michel, sa voix chargée d'émotion. « Pendant qu'il cachait que j'étais son fils. Pendant qu'il ordonnait d'incendier tout un ensemble de logements sociaux. Pendant qu'il éloignait ma vraie mère. » L'homme qui était avec Catherine tenta de profiter de la distraction pour s'enfuir, mais Pauline, qui s'était positionnée stratégiquement, bloqua son chemin. 2 policiers l'arrêtèrent immédiatement. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit Catherine, sa voix tremblante. « François n'était pas l'homme que vous pensez. Il avait un côté obscur, une obsession du pouvoir qui le consumait. Béatrice, elle était la seule qui parvenait à l'atteindre, à lui faire voir au-delà des affaires. » « Et c'est pour cela que vous l'avez éloigné ?» demanda Hélène, faisant un pas de plus en avant. « Non !» cria Catherine, surprenant tout le monde. « Je l'ai protégé. François était hors de contrôle après l'incendie. Quand il a découvert que Béatrice avait des preuves contre lui, il a voulu la faire taire définitivement. » Un silence pesant tomba sur le hangar. Le son distant de l'avion qui devait récupérer Catherine diminua jusqu'à disparaître complètement. « Alors j'ai conclu un accord avec elle, » continua Catherine, sa posture altière s'effondrant finalement. « Elle remettrait toutes les preuves, qu'en échange, je garantirais sa sécurité. Le plan de l'internement était mon idée, une façon de la soustraire au radar de François. » Hélène sentit ses jambes faiblir. « Vous êtes en train de dire que votre mère a accepté de disparaître pour se protéger, » compléta Catherine, « mais elle l'a fait sous une condition, que je garantisse votre sécurité, Hélène. C'est pourquoi je vous ai toujours gardé à proximité, même si c'était à distance. Toutes ces fois où vous avez obtenu de petits travaux, des abris temporaires, ce n'était pas une coïncidence. » Michel s'approcha de Catherine, ses yeux brillants de colère contenue. « Et pourquoi avez-vous maintenu le système après le départ de mon père? »« Parce que les secrets ne sont pas partis avec lui, » répondit Catherine, sortant un dossier de son sac. « Ces documents ne compromettent pas seulement François Lambert. Ils révèlent un réseau de corruption qui implique la moitié des hommes d'affaires puissants de cette ville. S'ils venaient à être dévoilés, c'est pour cela que vous avez tenté de m'écarter de la présidence, » conclut Michel. « Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, c'était pour garder ses secrets. »« Enterré !» Hélène prit le dossier des mains de Catherine, qui n'offrit aucune résistance. « Maintenant, vous allez nous dire où est notre mère. » Catherine regarda longuement Hélène et Michel comme si elle les voyait vraiment pour la première fois. « Elle est dans une ferme dans la campagne de la Dordogne, un endroit appelé Val-Serein. François ne l'a jamais su, mais j'ai acheté la propriété au nom d'une société écran. Béatrice y vit sous le nom de Claire Lambert. » Pauline, qui était restée silencieuse, s'approcha avec son téléphone à la main. « Je viens de confirmer. La propriété existe et est enregistrée au nom de la société Horizon Nouveau Développement. » Hélène sentit des larmes couler sur son visage. 15 ans de recherche, de doute, de solitude. Et sa mère était vivante, à seulement quelques heures de distance. « Pourquoi nous racontez-vous tout cela maintenant ?» demanda Michel à Catherine. « Parce que je suis fatiguée, » répondit-elle, sa voix étonnamment douce. « Fatiguée de porter des secrets qui ne sont pas les miens. Et parce que
Elle hésita, regardant Hélène. « Parce que votre mère avait raison sur une chose. Certaines vérités doivent être révélées. Qu'en soit le coup. » Les policiers s'approchèrent pour escorter Catherine, qui n'offrit aucune résistance. Avant d'être emmenée, elle se tourna une dernière fois vers Hélène et Michel. À la ferme, cherchez le vieux chêne près du ruisseau. Béatrice a l'habitude de passer ses après-midi là-bas à peindre. Elle n'a jamais cessé de penser à vous. Elle n'a jamais cessé d'attendre ce moment. Tandis que Catherine était emmenée, Hélène et Michel se regardèrent, unis, non seulement par le sang qu'ils partageaient, mais par la vérité qui avait finalement été révélée. L'aube commençait à se dessiner à l'horizon, promettant non seulement un nouveau jour, mais un nouveau départ pour tous. Le soleil du matin teintait le ciel de nuances dorées lorsqu'Hélène, Michel et Pauline entamèrent le voyage vers la Dordogne. La voiture glissait doucement sur la route, laissant derrière elle l'agitation de la nuit précédente et les années de secrets qui avaient finalement été révélés. « Je n'arrive toujours pas à y croire », commenta Pauline depuis, le siège arrière feuilletant les documents que Catherine avait remis. Toute cette histoire semble irréelle. Hélène, qui observait le paysage par la fenêtre du passager, sourit doucement. Le plus irréel est de penser qu'elle a été vivante tout ce temps, attendant le bon moment. Michel, concentré sur la conduite, acquiesça. Notre mère a dû beaucoup souffrir devant s'éloigner de tout et de tous pour se protéger. Et pour nous protéger, ajouta Hélène, touchant instinctivement le bracelet d'argent à son poignet. Je crois que je comprends maintenant pourquoi elle disait toujours que parfois nous devons nous perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Le voyage se poursuivit pendant quelques heures, le paysage urbain cédant progressivement la place à des champs verdoyants et des collines douces. Quand ils aperçurent enfin le panneau indiquant « Val Serein », Hélène sentit son cœur s'accélérer. La ferme était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Une maison principale de 2 étages, peinte en ton clair, s'élevait au centre de la propriété entourée de jardins bien entretenus et d'arbres anciens. Au fond, un ruisseau serpentait à travers la propriété, ses eaux cristallines reflétant la lumière du soleil. Le chêne. Michel désigna un arbre majestueux près du ruisseau. Et là, assise sur un banc rustique sous ses branches, se trouvait une femme aux cheveux grisonnants, concentrée sur une toile de peinture. Hélène sentit ses jambes trembler. Je ne sais pas si je peux. Michel prit sa main. Ensemble, dit-il simplement. Pauline resta en arrière, leur laissant le moment dont ils avaient besoin. Lentement, le frère et la sœur marchèrent vers le chêne, leurs pas résonnant doucement sur l'herbe. La femme dut entendre leur approche, car elle cessa de peindre. Pendant un moment, elle resta complètement immobile, comme si elle craignait que le moindre mouvement puisse faire disparaître ce moment. « Maman » appela Hélène, sa voix dépassant à peine un murmure. Béatrice se retourna lentement, ses yeux, les mêmes yeux bruns profonds qu'Hélène, se remplissant immédiatement de larmes. « Mes enfants » dit-elle, se levant d'une main tremblante. Il n'y eut pas besoin de plus de mots. En quelques pas, ils étaient dans les bras les uns des autres, 15 ans d'absence se dissolvant dans une étreinte qui semblait vouloir compenser tout le temps perdu. « Pardonnez-moi » sanglotait Béatrice, tenant le visage de chacun dans ses mains. « Pardonnez-moi d'être parti, de vous avoir tenus séparés. »« Il n'y a rien à pardonner, » répondit Michel, sa voix émue. « Vous avez fait ce que vous deviez faire pour nous protéger. » Hélène ne pouvait pas parler, se contentant d'étreindre sa mère avec force, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. L'odeur familière de peinture et de lavande la transporta vers ses souvenirs d'enfance, vers tous les moments où elle avait rêvé de ses retrouvailles. « Vous vous êtes retrouvés », dit finalement Béatrice, faisant un pas en arrière pour mieux regarder ses enfants. « Exactement comme je savais que cela arriverait. »« Comment ?» demanda Hélène. Béatrice sourit, ce sourire qu'Hélène avait gardé dans sa mémoire pendant tant d'années. Parce que certaines histoires doivent être achevées, certains liens sont trop forts pour être brisés par le temps ou la distance. Pauline s'approcha discrètement, portant le dossier avec les documents. Béatrice l'observa avec intérêt. « Les secrets de François », dit-elle doucement, enfin à la lumière. « Grâce à vous, » répondit Michel, « vous avez gardé les preuves toutes ces années, attendant le bon moment. » Béatrice secoua la tête. « Non, mon fils, j'ai gardé la vérité, mais c'est vous qui avez eu le courage de la révéler. »
c'est vous qui avez terminé ce que j'ai commencé. » Hélène regarda la toile que sa mère était en train de peindre. C'était un paysage de la haie, vallée, mais au centre se trouvaient 3 silhouettes enlacées sous un grand chêne. La peinture était presque terminée. Il ne manquait que quelques détails. « Vous saviez que nous viendrions aujourd'hui, » réalisa-t-elle. Béatrice sourit, reprenant son pinceau. « J'ai toujours su que ce jour viendrait. Et maintenant ?» Elle trempa le pinceau dans la peinture. « Nous pouvons enfin terminer cette histoire ensemble. » Le soleil était haut dans le ciel maintenant, ses rayons dansant à travers les feuilles du chêne, créant des motifs dorés sur le sol. Là, en ce moment parfait, 3 cœurs qui avaient été séparés par le destin battaient enfin à l'unisson, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Sur la véranda de la maison principale du Val-Serein, Hélène, Michel et Béatrice étaient assis dans de confortables fauteuils en osier, des tasses de thé fumant dans les mains. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. « Après que François ait découvert que j'avais des preuves de l'incendie, » commença Béatrice, sa voix calme mais chargée de souvenirs, « il a changé. Ce n'était plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Le pouvoir et l'argent l'avaient transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. » Michel s'installa dans son fauteuil. « Pourquoi a-t-il ordonné l'incendie ?»« L'avidité, » répondit simplement Béatrice. Le terrain de l'ensemble de logements sociaux était situé dans une zone qui allait devenir extrêmement valorisée. La société de construction qui prévoyait le projet de luxe avait offert une somme astronomique, mais les résidents refusaient de vendre. « Et c'est là que Catherine est entrée en scène, » compléta Hélène. Béatrice acquiesça. Elle était brillante dans son travail, je ne peux pas le nier. Elle a trouvé des failles juridiques, créé des sociétés écrans, orchestré tout le plan. Mais quand l'incendie s'est produit, je crois que même elle a été choquée par les conséquences. Pauline, qui les avait rejoints avec un plateau de biscuits fait maison, intervint. « C'est pour cela qu'elle vous a aidé à vous échapper ?» En partie, Béatrice prit un biscuit, un sourire nostalgique sur ses lèvres. Mais je pense que la raison principale était qu'elle avait vu en François quelque chose que j'avais déjà perçu. Il se perdait dans sa propre obscurité. Et quand il a découvert à propos de Michel, de notre histoire, il a menacé. « J'ai de faire quelque chose contre vous », conclut Michel, sa voix tendue. « Oui », confirma Béatrice, mais Catherine avait son propre jeu. Elle savait que les documents que je gardais pouvaient détruire non seulement François, mais tout le réseau de corruption qu'il avait construit. Alors elle a proposé un accord, ma sécurité en échange de mon silence. Hélène se leva, marchant jusqu'à la balustrade de la véranda. « Et pendant toutes ces années, vous étiez ici à peindre, à attendre. »« À observer, » corrigea doucement Béatrice. « Catherine tenait parole, m'envoyant des nouvelles de vous. Chaque réussite, chaque moment important. Je suivais tout à distance. »« Comment avez-vous supporté ?» demanda Pauline, sa voix chargée d'émotion. Béatrice se leva, rejoignant Hélène à la balustrade. Avec espoir, et avec la certitude qu'un jour la vérité éclaterait. « Regardez. » Elle désigna un petit atelier dans le jardin. « C'est mon sanctuaire. Chaque peinture là-dedans raconte une partie de cette histoire. » Le groupe suivit Béatrice jusqu'à l'atelier, un espace accueillant rempli de toiles, de pinceaux et de l'odeur inconfondable de peinture à l'huile. Sur les murs, des dizaines de tableaux représentaient des moments qu'elle n'avait jamais pu vivre personnellement. Hélène à différentes étapes de sa vie, Michel lors d'événements d'entreprise, des scènes imaginées de ce que serait leur vie ensemble. « Celle-ci est ma préférée », dit Béatrice, s'arrêtant devant une toile plus grande. La peinture montrait le moment exact où Hélène et Michel s'étaient rencontrés pour la première fois, à l'arrière de l'immeuble commercial. Catherine m'a décrit la rencontre, sans savoir que c'était vous. Quand je l'ai appris, j'ai dû immortaliser ce moment. Michel toucha doucement la toile. « Vous saviez que nous nous rencontrerions ?»« Pas exactement, » sourit Béatrice. « Mais je connaissais vos cœurs. Je savais que, comme moi, vous portiez tous deux une quête de vérité. Ce n'était qu'une question de temps avant que vos chemins ne se croisent. » Hélène examina une autre peinture, montrant le bal de bienfaisance. « Comment avez-vous obtenu tant de détails ?»« Ah ça !» Béatrice rit doucement. « René a été mes yeux et mes oreilles toutes ces années. Après avoir regretté son rôle dans le stratagème, elle est devenue ma connexion avec le monde que
J'ai dû laisser derrière moi. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de l'atelier. Pauline alluma quelques lampes, révélant encore plus de détails des peintures. « Et maintenant ?» demanda Michel, sa voix portant le poids de la responsabilité. « Avec tous ces documents, avec la vérité exposée, maintenant, répondit Béatrice, prenant un pinceau propre, nous commençons une nouvelle toile. Une que nous peindrons ensemble, sans ombre du passé, sans secrets à cacher. » Hélène observa sa mère préparer une nouvelle toile vierge, ses mains bougeant avec la familiarité de quelqu'un qui avait transformé l'art en refuge. « Que vas-tu peindre ?» Béatrice regarda ses enfants, ses yeux brillants d'amour et d'espoir. « Notre avenir. Et cette fois, je n'aurai pas besoin d'imaginer. Je serai là pour le vivre avec vous. » Le lendemain matin, le Val-Serein s'éveilla avec une énergie différente. La nouvelle des retrouvailles familiales s'était répandue parmi les employés de la ferme, qui observaient maintenant, avec une curiosité discrète, l'activité dans la maison principale. Hélène trouva sa mère dans le jardin, arrosant les fleurs avec le même soin qu'elle mettait à peindre ses toiles. « Je n'ai pas bien dormi », confessa-t-elle, aidant à porter l'arrosoir. « Moi non plus », sourit Béatrice. « J'ai passé la nuit à revivre chaque moment d'hier, craignant que ce ne soit qu'un de mes rêves. » Michel les rejoignit, portant un dossier de documents. « Je viens de parler à nos avocats. Ils préparent déjà tout le processus pour renverser légalement votre disparition. »« Et l'entreprise » demanda Béatrice, sa voix douce mais préoccupée. « Le conseil est en ébullition suite aux révélations, » expliqua Michel. « Mais ils ont accepté de réaliser un audit complet et transparent. Je ne permettrai pas que les erreurs du passé continuent à hanter notre avenir. » Pauline apparut sur la véranda, agitant son téléphone portable. « Les amis, vous devez voir ça. Les nouvelles sur l'arrestation de Catherine sont partout. » Les quatre se réunirent autour du téléphone, lisant les gros titres qui se multipliaient. L'histoire de l'empire d'entreprise construit sur la corruption, le drame familial, les retrouvailles après 15 ans, tout était exposé. « Cela va causer un énorme impact sur le marché, » soupira Michel. « Et sur les gens, » ajouta Hélène. Toutes ces familles de l'ensemble de logements sociaux, elles méritent de connaître la vérité. Béatrice toucha doucement l'épaule de Michel. « Et c'est pour cela que tu es différent de ton père, mon fils. Tu as choisi d'affronter la vérité, pas de l'enterrer. » Le groupe marcha jusqu'au chêne, où un petit déjeuner avait été préparé sur une nappe à carreaux étendue sur l'herbe. Le ruisseau murmurait doucement, comme une mélodie de fond pour leur conversation. « Je pensais, » commença Hélène, se servant du café, « utiliser mon expérience pour créer un projet social, quelque chose qui aide les personnes en situation de vulnérabilité à avoir accès à la justice et à leurs droits. » « Une excellente idée, » sourit Michel. « L'entreprise peut soutenir cela. En fait, je prévois de créer toute une division axée sur la responsabilité sociale et la transparence des entreprises. »« Et je peux aider, » se proposa Pauline. « Après tout ce que nous avons vécu, j'ai réalisé que je veux faire plus que simplement travailler dans un hôtel. » Béatrice observait l'interaction avec les yeux humides. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ? Voir comment chacun de vous a transformé sa douleur en objectif. » « Nous avons appris de la meilleure, » sourit Hélène, embrassant sa mère. « Et vous ?» demanda Michel. « Vous allez rester ici au Val-Serein ?» Béatrice regarda autour d'elle, les jardins qu'elle avait cultivés, l'atelier où elle avait gardé ses souvenirs sous forme d'art. « Cet endroit a été mon refuge pendant 15 ans. Mais maintenant je veux être où vous êtes. »« Que diriez-vous d'un compromis ?» suggéra Hélène. « Vous gardez la ferme comme votre espace d'art et de paix, mais vous avez aussi un lieu en ville près de nous ? Et vous pouvez transformer l'atelier en école d'art, » ajouta Pauline avec enthousiasme. « Imaginez combien de personnes pourraient bénéficier de vos cours, de votre histoire. » Béatrice considéra l'idée, ses yeux brillant de nouvelles possibilités. Transformer un lieu de cachette en un espace d'expression et de guérison. Il y a une poésie là-dedans. Michel vérifia discrètement sa montre. « Je dois retourner en ville aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail qui m'attend à l'entreprise. » « Je devrais y aller aussi, » soupira Hélène. « Je dois organiser mes affaires, commencer à planifier le projet. Mais nous reviendrons ce week-end, » dirent le frère et la sœur à l'unisson, faisant rire tout le monde. Béatrice se leva, marchant jusqu'à son chevalet qu'elle avait apporté près du chêne. « Savez-vous ce que j'aime le plus dans la peinture ? Que chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque ombre et lumière font partie de quelque chose de plus grand.
Seuls, ce ne sont que des éléments. Ensemble, ils racontent une histoire. Elle commença à travailler sur la toile vierge, ses mains bougeant avec assurance. C'est ainsi que je vois notre famille maintenant. Non plus des fragments séparés par la distance et les secrets, mais une œuvre complète, pleine de couleurs et de possibilités. Le soleil montait dans le ciel, promettant une autre journée radieuse au Val serein. Sous le vieux chêne, 4 personnes, non, une famille, partageaient non seulement un petit déjeuner, mais la certitude que l'avenir, bien qu'incertain, serait affronté ensemble. Une semaine après les événements au Val serein, le siège du groupe Entreprise Lambert bouillonnait d'activité. Le hall principal, autrefois austère et intimidant, affichait maintenant une exposition des peintures de Béatrice, racontant visuellement l'histoire de transformation et de rédemption que vivait l'entreprise. Michel, dans son bureau au dernier étage, conduisait une visioconférence avec les principaux actionnaires. « La transparence sera notre nouveau pilier », affirmait-il, sa voix ferme et décidée. « Chaque projet, chaque investissement, chaque décision sera documentée et disponible pour un examen public. » Hélène, qui venait d'arriver pour une réunion, observait son frère avec fierté. En une semaine seulement, il avait initié une révolution silencieuse dans l'entreprise, remplaçant les cadres compromis, établissant de nouveaux protocoles de conformité et, plus important encore, reconnectant l'entreprise avec son objectif social d'origine. Les résultats de l'audit initial sont préoccupants, commentait l'un, des actionnaires à l'écran, mais votre honnêteté à tout exposer génère une confiance surprenante sur le marché. Parce que les gens reconnaissent la vérité quand ils la voient, répondit Michel. Et en parlant de vérité, j'aimerais vous présenter la nouvelle directrice de notre division de responsabilité sociale. Hélène entra dans le champ de vision de la caméra, souriant avec assurance. Bonjour à tous. Comme certains le savent déjà, j'ai passé une grande partie de ma vie de l'autre côté de la ligne sociale. J'ai connu de près les conséquences des décisions d'entreprise sans conscience sociale. Maintenant, je compte utiliser cette expérience pour créer des changements réels. La présentation qui suivit détailla l'ambitieux projet qu'Hélène avait développé. Un programme de soutien juridique et social pour les communautés vulnérables, commençant précisément par les anciens résidents de l'ensemble de logements. Sociaux les espérances. Nous ne pouvons pas changer le passé, expliqua-t-elle, mais nous pouvons créer un avenir différent. Chaque famille affectée par l'incendie recevra non seulement une compensation financière, mais aussi de véritables opportunités de recommencement. Après la visioconférence, le frère et la sœur partagèrent un moment de silence contemplatif, observant la ville par la fenêtre panoramique. « Maman serait fière », commenta Hélène en souriant. « Elle est fière », corrigea Michel. « D'ailleurs, comment s'est passé son déménagement dans le nouvel appartement ?»« Parfaitement. Elle a transformé l'une des suites en mini-atelier. Elle dit que comme ça, elle peut peindre aussi bien en ville qu'au Val serein. » Pauline entra dans le bureau, portant une pile de documents. Après avoir quitté l'hôtel, elle avait assumé le poste d'assistante exécutive d'Hélène, se révélant indispensable dans l'organisation du nouveau projet. Les inscriptions pour les cours d'art au Val serein ont déjà dépassé toutes les attentes, informa-t-elle avec enthousiasme. Béatrice va avoir besoin d'aide pour s'occuper de tant d'élèves. Et ce n'est pas tout, ajouta Hélène, prenant un journal sur la table. Regardez l'article sur Catherine. L'article détaillait comment l'ancienne cadre coopérait avec IE. Les autorités, révélant un vaste réseau de corruption qui allait bien au-delà du groupe Entreprise Lambert. Plus surprenant encore était sa décision de donner une grande partie de son patrimoine personnel à des causes sociales. Je pense qu'elle a finalement trouvé sa rédemption, commenta Michel. Nous sommes tous en train de nous redécouvrir, réfléchit Hélène. C'est comme maman dit toujours. Parfois nous devons nous perdre pour trouver notre véritable chemin. Renée, qui occupait maintenant un poste de consultante spéciale dans l'entreprise, entra dans la salle avec un sourire énigmatique. Désolé d'interrompre, mais j'ai pensé que vous aimeriez voir ceci. Elle alluma la télévision du bureau, syntonisant une chaîne d'information. Le reportage montrait des images du Val serein, où des dizaines de personnes, adultes et qu'enfants, participaient à un cours d'art en plein air avec Béatrice au centre. « L'art est guérison », disait Béatrice dans l'interview. «
Chaque coup de pinceau est une chance de raconter à nouveau notre histoire, de transformer la douleur en beauté, la peur en espoir. La caméra parcourait les élèves, dont beaucoup étaient d'anciens résidents de l'ensemble de logements sociaux, trouvant maintenant dans l'art une façon de traiter leur propre passé traumatique. « Regardez ça », sourit Pauline. « D'un refuge solitaire à un centre de transformation sociale, qui l'aurait cru ?» Hélène sentit des larmes, dans ses yeux en voyant sa mère si radieuse, si vivante, faisant exactement ce dont elle avait toujours rêvé, utiliser son art pour toucher des vies. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» demanda Michel, sa voix douce. « Comment chaque pièce de cette histoire, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, nous a amenés exactement là où nous devions être. » Renée acquiesça pensive. Parfois l'univers a une étrange façon de réparer les choses, de transformer les tragédies en opportunités de guérison. Par la fenêtre du bureau, le soleil de l'après-midi baignait la ville de tons dorés, très semblables aux couleurs que Béatrice utilisait dans ses toiles. C'était comme si la vie, cet artiste imprévisible, peignait son propre tableau de rédemption et de recommencement. Le mois de juin touchait à sa fin, apportant avec lui un air de renouveau au Val-Serein. L'ancien atelier de Béatrice, maintenant agrandi, abritait non seulement ses propres œuvres, mais aussi les créations de ses élèves, chaque toile racontant une histoire différente de dépassement et de découverte. Un samedi particulièrement agréable, la ferme se préparait pour un événement unique, la première exposition collective des élèves du projet social. Le jardin avait été transformé en une galerie à ciel ouvert, avec des toiles disposées entre les arbres et le long du ruisseau. Hélène marchait parmi les invités qui commençaient à arriver, observant avec satisfaction comment l'espace, qui avait un jour été un refuge de solitude, débordait maintenant de vie et de couleurs. Des habitants de la région, des hommes d'affaires, des artistes et surtout des personnes qui avaient été touchées d'une façon ou d'une autre par l'histoire de Béatrice, tous se mélangeaient dans une célébration d'art et de renouveau. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta Pauline, aidant à organiser les derniers détails de l'exposition. « Il y a 2 mois, j'étais juste une femme de chambre essayant d'aider une inconnue. Maintenant tu es une partie fondamentale de cette transformation, » compléta Hélène embrassant son amie. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Michel arriva peu après, accompagné par des membres du conseil de l'entreprise. Mais ce n'étaient plus les mêmes cadres austères d'avant. Leurs visages montraient une admiration sincère pour le projet qui se développait là. « Les résultats parlent d'eux-mêmes », expliquait-il à l'un des conseillers. « Le programme d'art-thérapie aide non seulement les victimes de l'incendie, mais toute la communauté. Et le plus important, il change la façon dont les gens voient le rôle d'une grande entreprise dans la société. » Renée, qui supervisait l'organisation du cocktail, sourit en voyant Béatrice émerger de l'atelier, portant une toile couverte. « L'heure de la surprise est arrivée ?» Béatrice acquiesça, ses yeux brillants d'émotion. « Rassemblez tout le monde, s'il vous plaît. C'est une œuvre spéciale. » Quand les invités se regroupèrent autour du chevalet monté près du chêne, Béatrice tout sauta doucement pour attirer l'attention. « Il y a 15 ans, commença-t-elle, cet endroit est devenu mon refuge, mon échappatoire face à une réalité qui semblait impossible à affronter. Chaque peinture que j'ai créée ici portait non seulement des couleurs et des formes, mais aussi des rêves, des peurs et surtout de l'espoir. » Elle fit une pause, regardant avec affection Hélène et Michel, qui se tenaient côte à côte au premier rang. « Aujourd'hui, poursuivit-elle, je veux partager avec vous ma dernière œuvre individuelle. À partir de maintenant, mon travail sera toujours collectif, avec mes élèves, avec ma famille, avec tous ceux qui souhaitent utiliser l'art comme outil de transformation. » D'un mouvement doux, elle retira le tissu qui couvrait la toile. La peinture révélée laissa tout le monde sans voix. C'était une représentation du Val-Serein, mais pas seulement comme un lieu physique. Sur la toile, le passé et le présent se fondaient dans une danse de couleurs et d'émotions. L'ancien atelier solitaire se transformait graduellement en un espace vibrant de vie. Le chêne, témoin silencieux de tant de moments, étendait ses branches comme des bras accueillants sur toutes les scènes. Au centre de la composition, 3 figures, Béatrice, Hélène et Michel, étaient représentées à différents moments de leur vie, reliées par des fils dorés qui semblaient pulser d'une lumière propre.
Autour d'eux, d'autres personnes émergeaient des ombres vers la lumière. Pauline, René, les élèves du projet, même Catherine, représentée comme une figure en transformation. Liens éternels. Béatrice annonça le titre de l'œuvre. Parce que j'ai appris que certains liens sont trop forts pour être brisés par le temps, la distance ou la peur. Ils attendent simplement le bon moment pour se révéler dans toute leur force. Hélène et Michel s'approchèrent de leur mère, chacun tenant une de ses mains. Les trois observèrent ensemble la peinture qui représentait non seulement leur histoire, mais un avenir de possibilités infinies. « Et maintenant ?» demanda quelqu'un dans l'assistance. Béatrice sourit, ce sourire serein qui était devenu sa marque de fabrique. « Maintenant, nous commençons un nouveau chapitre. Non plus seuls, non plus cachés, mais ensemble. Une famille, une communauté, unie par l'art et la vérité. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, lançant un dernier rayon doré à travers les branches du chêne. La lumière toucha la toile, faisant briller les fils dorés dans la peinture comme s'ils étaient vivants, reliant non seulement les figures dans l'œuvre, mais tous les présents dans un moment de pure magie. Dans ces sauts, le ruisseau proche, l'eau continuait son cours éternel, murmurant d'anciennes histoires et promettant de nouvelles aventures. Le Val Serein, autrefois un refuge de secrets, se transformait maintenant en un sanctuaire de renouveau et d'espoir, prouvant que même les histoires les plus difficiles peuvent avoir des fins non seulement heureuses, mais transformatrices. Claquez ça. Mois après l'exposition au Val Serein, le projet social s'était déjà étendu au-delà des attentes initiales. Ce qui avait commencé comme des cours d'art pour un petit groupe s'était transformé en un vaste programme de réhabilitation et de développement communautaire. Par un matin particulièrement actif, Hélène dirigeait une réunion dans le nouveau centre communautaire construit là où se trouvait auparavant l'ensemble de logements sociaux Les Espérances. L'espace, financé par le groupe entreprise Lambert, était un symbole vivant de la transformation qui s'opérait. Chaque personne ici a une histoire à raconter, expliquait Hélène à un groupe de journalistes qui couvraient le projet. Et à travers l'art, l'éducation et le soutien social, nous aidons ces histoires à avoir de nouveaux chapitres. Le centre communautaire bouillonnait d'activités. Dans une salle, Béatrice animait un cours d'art pour enfants. Dans une autre, des avocats bénévoles offraient une assistance juridique gratuite. Dans la cour, Pauline coordonnait un programme de formation professionnelle. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta une dame âgée, ancienne résidente de l'ensemble. De logements sociaux. Avant, nous étions vus comme un problème à éliminer. Maintenant, nous faisons partie de la solution. Michel, qui était arrivé pour une visite surprise, observait tout avec une satisfaction évidente. L'homme d'affaires froid et calculateur, qu'il avait un jour pensé devoir être, avait laissé place à un leader plus humain et conscient. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta-t-il à Hélène. « Comment une histoire qui a commencé avec tant de douleur génère tant de fruits positifs ?» René, qui partageait maintenant son temps entre l'entreprise et le projet social, s'approcha avec quelques dossiers. Et ce n'est pas seulement ici. Le modèle est en train d'être reproduit dans d'autres villes. Des entreprises de tout le pays nous contactent, voulant apprendre comment mettre en œuvre des programmes similaires. À ce moment, Béatrice sortit de son cours, le visage taché de peinture et un sourire radieux aux lèvres. Ses cours étaient devenus si populaires qu'elle comptait maintenant sur une équipe d'assistants, tous formés dans son premier groupe d'élèves. « Vous devez voir ça », appela-t-elle avec animation, conduisant tout le monde jusqu'à la salle d'art. Les murs étaient couverts de peintures, chacune racontant une histoire différente de dépassement. Mais ce qui attirait le plus l'attention était une fresque collective au centre de la salle, où chaque élève avait contribué avec un morceau de son histoire. « C'est notre projet le plus récent », expliqua Béatrice, les yeux brillants de fierté. Chaque personne peint non seulement son histoire individuelle, mais comment elle se connecte aux autres. C'est une toile d'expérience, de vie qui s'entrelace. Hélène sentit des larmes dans ses yeux en reconnaissant dans un coin de la fresque la reproduction de la scène de sa première rencontre avec Michel. L'image, peinte par l'un des plus jeunes élèves, captait parfaitement le mélange de vulnérabilité et d'espoir de ce moment. C'est ainsi que le changement se produit, réfléchit Pauline, observant la fresque. Pas d'un coup, mais par petits gestes, petites histoires qui se connectent,
formant quelque chose de plus grand. Un brouhaha à l'entrée du centre attira l'attention de tous. Catherine, qui avait récemment obtenu une liberté conditionnelle, se tenait à la porte visiblement nerveuse. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle avec hésitation. Le silence qui suivit fut rompu par Béatrice, qui marcha vers elle d'un pas ferme. Pendant un moment, tous retinrent leur souffle, se rappelant l'histoire compliquée entre les deux femmes. « Bien sûr que vous pouvez, » répondit doucement Béatrice. « Ici, c'est un lieu de recommencement. » Catherine regarda autour d'elle, ses yeux se remplissant de larmes en voyant les transformations qui s'étaient produites. « Je ne savais pas, je n'imaginais pas que quelque chose comme ça serait possible. » « Aucun de nous ne l'imaginait, » intervint Michel. « Mais c'est la beauté du véritable changement. Il nous surprend, nous défie à être meilleurs. » Hélène observa la scène avec un mélange d'émotions. Là se trouvaient toutes les personnes qui avaient fait partie de son voyage. Sa mère, son frère, Pauline, René et même Catherine, chacune transformée à sa manière par la vérité et par le pouvoir du pardon. « Voulez-vous connaître le projet ?» demanda Béatrice à Catherine. « Nous avons toujours besoin de bénévoles. » L'ancienne cadre acquiesça timidement et fut bientôt impliquée par Pauline dans une explication enthousiaste des différents programmes offerts. « C'est drôle, » commenta Hélène à Michel tandis qu'ils observèrent le groupe, « comment la vie a cette façon de faire des tours complets. Et comment parfois nous devons nous perdre, » commença Michel, « pour trouver ce qui compte vraiment, » compléta Hélène souriant. Le soleil du matin entrait par les fenêtres du centre communautaire, illuminant la fresque colorée et les personnes qui s'y trouvaient, chacune portant sa propre histoire de transformation. Dans l'air flottait la certitude que ce n'était pas une fin mais seulement le début de quelque chose de bien plus grand. L'automne arriva au Val-Serein, peignant les arbres de teintes dorées et rougeâtres, créant un paysage qui semblait directement sorti des toiles de Béatrice. Cet après-midi-là, la ferme se préparait à célébrer le premier anniversaire des retrouvailles de la famille. Le vieux chêne, témoin silencieux de tant de moments importants, servait maintenant de décor pour une fête intimiste. Des tables rustiques avaient été disposées sous ses branches, décorées de fleurs des champs et de petites peintures réalisées par les élèves du projet. Hélène marchait dans l'espace, ajustant quelques détails ici et là, quand elle trouva sa mère assise sur son banc favori, contemplant le ruisseau. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. Béatrice sourit, ce sourire serein qui était devenu encore plus fréquent ces derniers mois. « À combien la vie est circulaire, il y a un an j'étais seul ici, peignant des souvenirs et rêvant de ce moment. Maintenant, regarde autour de nous. » Le Val-Serein s'était transformé en un véritable centre d'art et de transformation sociale. Au-delà des cours réguliers, l'espace accueillait maintenant des résidences artistiques, des ateliers de thérapie expressive et des programmes de développement communautaire. Michel s'approcha, portant une vieille boîte. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le bureau de papa. » À l'intérieur de la boîte, il y avait des photographies, des documents et, à la surprise de tous, un journal intime. François Lambert, l'homme qui avait eu tant d'impact sur leur vie, avait enregistré ses pensées et ses conflits au fil des ans. « Devrions-nous le lire » demanda Hélène avec hésitation. « Je pense que oui », répondit doucement Béatrice. « Cela fait partie de notre histoire, même si ce n'en est pas la plus belle partie. » Tandis que les trois s'installaient pour examiner le contenu de la boîte, les invités commençaient à arriver. Pauline, qui était devenue non seulement une amie proche, mais une véritable sœur pour Hélène, arriva avec René, toutes deux portant plus de matériel pour le projet social. Catherine, qui trouvait peu à peu sa place dans cette nouvelle réalité, arriva en apportant un cadeau spécial, des documents officiels qui transféraient enfin la propriété du Val-Serein au nom de Béatrice. « C'est le minimum que je puisse faire, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Cet endroit a toujours été votre foyer, Béatrice. Maintenant, c'est officiel. » L'après-midi avançait avec des histoires partagées, des rires résonnant dans la vallée et de nouveaux souvenirs en création. Les élèves du projet, qui formaient maintenant une famille élargie, présentèrent une exposition spéciale. Des portraits de tous ceux impliqués dans l'histoire, peints dans un style qui mélangeait les techniques apprises avec Béatrice et leurs propres interprétations artistiques. « Regardez,
Michel désigna un passage dans le journal de François. Il a écrit ceci peu avant de partir. « J'ai réalisé trop tard que j'avais construit un empire de sable, alors que je gaspillais la chance de construire quelque chose de vraiment précieux, une famille. » Hélène prit la main de sa mère, ressentant le poids de ces mots. « Mais nous avons réussi, n'est-ce pas? Nous avons construit quelque chose de précieux, même si c'était à travers un chemin différent de celui que nous imaginions. » Béatrice acquiesça, ses yeux parcourant la vallée qui pulsait maintenant de vie et de sens. « Savez-vous ce que j'ai appris pendant toutes ces années à peindre? Que, parfois, les plus belles œuvres naissent des plus grands défis. Il faut juste le courage de prendre le pinceau et de recommencer. » Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la célébration. Pauline monta sur une chaise, attirant l'attention de tous pour un toast. « À la famille, commença-t-elle, pas seulement celle qui nous est donnée par le sang, mais celle que nous construisons à travers l'amour, la compréhension et le pardon. À la vérité, ajouta Michel, qui même quand elle fait mal a le pouvoir de nous libérer. À l'art, continua Béatrice, qui nous permet de raconter nos histoires et de guérir nos blessures. Et au recommencement, compléta Hélène, qui nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour peindre une nouvelle aube. » Les vers s'entrechoquèrent en célébration, tandis que le val serein, baigné par la lumière du crépuscule, semblait embrasser tous les présents dans sa chaleur. Accueillante. Dans le ruisseau, l'eau continuait son cours éternel, chuchotant des histoires de perte et de retrouvailles, de douleur et de guérison, de fin et de recommencement. Et sous le vieux chêne, une nouvelle toile vierge attendait de recevoir les couleurs du futur. Un futur qui, tous le savaient maintenant, serait peint non pas avec des teintes de solitude et de secret, mais avec les couleurs vibrantes de l'amour, de la vérité et de l'espoir. Le printemps était arrivé avec toute sa force au Val Serein, apportant avec lui non seulement des fleurs et des couleurs vibrantes, mais aussi une nouvelle énergie qui semblait pulser à travers toute la propriété. Dans l'ancien atelier, maintenant transformé en une école d'art prospère, Béatrice se préparait pour une occasion spéciale. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda Hélène, aidant sa mère à organiser une série de toiles couvertes de draps. Béatrice sourit, ce sourire serein qui portait maintenant non seulement la paix, mais aussi la satisfaction de quelqu'un qui a finalement trouvé sa place dans le monde. « Plus que prête, ma fille. Il est temps de partager le dernier chapitre. » L'espace avait été soigneusement préparé pour l'occasion. Entre les chevalets et les tables de travail, des chaises avaient été disposées en un demi-cercle intime. Peu à peu, les gens commencèrent à arriver. Michel, Pauline, René, quelques élèves plus anciens du projet et même Catherine, qui participait maintenant activement aux initiatives sociales de l'entreprise. « Bienvenue », commença Béatrice, sa voix douce mais ferme remplissant l'espace. « Pendant 15 ans, cet atelier a été mon refuge, mon confessionnal, mon espace de guérison. Ici, j'ai transformé la douleur en couleur, l'absence en art, la solitude en espoir. » Elle marcha jusqu'à la première toile couverte. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler du passé. Je suis ici pour révéler l'avenir que je vois pour cet endroit, pour notre famille, pour nous tous. » D'un mouvement doux, elle retira le drap de la première toile. La peinture montrait le Val Serein vu d'en haut, mais pas comme il était, plutôt comme il serait. Un complexe de bâtiments harmonieusement intégrés à la nature, chacun dédié à une forme différente d'expression artistique et de guérison. « Voici le projet d'expansion du Centre d'art », expliqua Michel, se levant pour se tenir aux côtés de sa mère. Un espace où art, éducation et transformation sociale se rencontrent. Hélène s'approcha également, portant un dossier de documents. « Nous avons déjà des partenaires intéressés, non seulement du secteur privé, mais aussi des institutions éducatives et des organisations sociales. Mais il ne s'agit pas seulement de structures physiques, poursuivit Béatrice, découvrant la deuxième toile. Celle-ci montrait des visages, des dizaines d'entre eux, certains reconnaissables parmi les présents, d'autres encore à venir. Il s'agit de personnes, d'histoires qui doivent être racontées, de blessures qui doivent être guéries, de rêves qui doivent prendre couleur et forme. Pauline, qui coordonnait maintenant le programme d'intégration sociale, ajouta « Nous avons déjà une liste d'attente de personnes voulant participer, non seulement comme élèves, mais comme bénévoles, professeurs, mentors. » Catherine, assise silencieusement jusque-là, se leva. « Et j'aimerais annoncer que le fonds de compensation sociale que nous avons créé a déjà approuvé le financement
pour des bourses d'études et des programmes de résidence artistique. La troisième toile révélée par Béatrice provoqua un soupir collectif. C'était un triptyque monumental. Le premier panneau montrait le passé, l'incendie, la séparation, les années de solitude. Le second dépeignait le présent, les retrouvailles, la réconciliation, la transformation. Et le troisième montrait un avenir brillant, plein de possibilités. « Ceci est ma dernière œuvre individuelle », annonça Béatrice, sa voix émue. « À partir de maintenant, chaque peinture que je créerai sera en collaboration avec d'autres, parce que j'ai appris que nos histoires individuelles sont belles, mais quand elles s'entrelacent, elles créent un chef-d'œuvre », compléta Hélène, embrassant sa mère. René, qui observait tout avec des yeux humides, se leva pour partager sa propre nouvelle. Et pour garantir que cette histoire ne soit jamais oubliée, la maison d'édition a accepté de publier le livre que j'ai documenté sur tout ce parcours. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Leur histoire de perte, de recherche, de retrouvailles et de transformation serait maintenant éternisée, non seulement sur des toiles et en couleurs, mais aussi en mots. Mais le plus important, conclut Béatrice, découvrant la dernière toile, c'est ceci. La peinture finale montrait le vieux chêne, mais d'une façon jamais vue auparavant. Dans ses racines étaient représentés tous les présents, connectés par des fils dorés qui montaient par le tronc et se répandaient dans les branches, atteignant un ciel où d'autres histoires, d'autres vies, d'autres rêves attendaient de se connecter. « Voici notre véritable héritage », dit-elle, regardant avec amour ses enfants. Pas un empire d'entreprise, pas une école d'art, ni même une fondation sociale. Notre héritage est la certitude que peu importe le temps qui passe, peu importe combien d'obstacles nous rencontrons, l'amour véritable trouve toujours son chemin de retour à la maison. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de l'atelier, faisant paraître les fils dorés dans la peinture vivants, pulsants, comme s'ils étaient prêts à jaillir de la toile et à embrasser tous les présents dans leur lumière transformatrice. Le crépuscule descendait doucement, sur le val serein, peignant le ciel avec les mêmes couleurs vibrantes que Béatrice aimait tant utiliser dans ses toiles. Après la présentation à l'atelier, la famille et les amis les plus proches se réunirent sous le vieux chêne pour un moment de réflexion et de célébration. Hélène était assise sur l'herbe, adossée au tronc de l'arbre qui avait été témoin de tant de moments cruciaux de son histoire. À ses côtés, Michel organisait quelques documents, les derniers détails du projet d'expansion du centre d'art. En y réfléchissant bien, commenta-t-il, c'est incroyable comment tout a commencé juste ici, à ce même endroit. Avec un baiser innocent et un geste d'humanité, compléta Hélène souriant au souvenir. Béatrice s'approcha, portant son inséparable carnet de dessin. En fait, tout a commencé bien avant, dit-elle, s'asseyant avec ses enfants. Cela a commencé par un rêve, le rêve qu'un jour nous pourrions tous être ensemble à nouveau, non seulement comme une famille, mais comme des personnes qui ont appris le véritable sens de l'amour et du pardon. Pauline et René rejoignirent le groupe, apportant une bouteille de vin et des verres. « Et maintenant ?» demanda Pauline, servant tout le monde. « Quel est le prochain chapitre de cette histoire ?»« Le prochain chapitre, » répondit Catherine, s'approchant timidement, « sera écrit par de nombreuses mains. » Elle tendit une enveloppe à Béatrice. À l'intérieur, il y avait une lettre du conseil pénitentiaire approuvant son projet d'amener des cours d'art aux détenus en processus de réhabilitation. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance », expliqua Catherine, sa voix chargée d'émotion. « Tout le monde mérite l'opportunité de raconter à nouveau son histoire. » Le groupe leva ses verres dans un toast silencieux, tandis que le dernier rayon de soleil traversait les branches du chêne, créant un spectacle de lumière et d'ombre sur le sol, comme une dernière œuvre d'art naturel pour clôturer cette journée spéciale. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» commenta Béatrice, ouvrant son carnet de dessin. « Voir comment chaque personne qui passe par ici laisse un peu d'elle-même et emporte un peu de nous. » Elle montra ses dernières esquisses, des portraits des élèves, des bénévoles, des familles qui avaient trouvé la guérison à travers l'art. Chaque trait, chaque couleur racontait une histoire de transformation. « Et dire que j'ai failli abandonner, » réfléchit Hélène, se souvenant des jours difficiles dans les rues, que j'ai presque cru que certaines histoires n'avaient pas de réparation possible. Michel prit sa main. «
Mais tu n'as pas abandonné, aucun de nous n'a abandonné. Parce qu'au fond, ajouta René, nous savions qu'il y avait quelque chose de plus grand qui nous guidait. Quelque chose que même les secrets les plus obscurs ne pouvaient pas cacher pour toujours. L'atelier, éclairé maintenant seulement par des lumières douces, semblait pulser avec toute l'énergie des histoires qu'il gardait. Les toiles, sur les murs, les pinceaux usés, les taches de peinture sur le sol, chaque détail racontait un morceau du voyage qui les avait amenés jusque-là. « Demain, annonça Béatrice, nous commencerons les préparatifs pour le premier festival d'art. » Duval serein. Ce sera notre façon de remercier tous ceux qui ont fait partie de cette histoire et d'inviter d'autres à faire partie du prochain chapitre. Et ainsi le cycle continue, sourit Pauline. D'autres Hélène, d'autres Michel, d'autres histoires qui attendent d'être découvertes et transformées. La douce brise nocturne apportait le parfum des fleurs du jardin, mêlé à l'odeur de peinture fraîche de l'atelier. C'était un rappel constant de comment la vie, tout comme l'art, est toujours en processus de création et de renouvellement. Quelqu'un m'a dit un jour, parla Hélène, regardant le ciel étoilé qui commençait à se révéler, que parfois nous devons nous perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment ? Demanda Michel, bien que tous connaissent déjà la réponse. Béatrice sourit, ce sourire qui portait toute la sagesse et l'amour du monde. Ce qui compte, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nos histoires, aussi difficiles soient-elles, peuvent toujours être réécrites. Que l'amour, quand il est vrai, trouve son chemin à travers n'importe quelle obscurité. Et ainsi, sous le manteau protecteur du vieux chêne, entourés par l'amour et l'art qui avaient transformé leur vie, ils célébraient non seulement la fin d'un voyage,